Bienvenue à Planète Terre. Cette semaine, on se demande si la mission internationale contre le groupe djihadiste État islamique est appropriée et on tente de comprendre ce qui se passe au Yémen qui semble au bord du chaos. Le groupe djihadiste État islamique contrôle depuis plusieurs mois maintenant de larges pans du nord de l'Irak et de la Syrie voisine. Les Américains ont répondu début août avec des frappes aériennes en Irak qui se sont étendues le 22 septembre à la Syrie. Les États-Unis ne sont pas seuls puisque l'effort de guerre réunit une quarantaine de nations, dont le Canada et plusieurs nations du Moyen-Orient. Mais la mission qui exclut formellement jusqu'à présent des troupes au sol est-elle appropriée et apte à enrayer la menace posée par ce groupe djihadiste? Pour répondre à cette question, j'ai avec moi aujourd'hui Valérie Amirault, qui est professeure de sociologie à l'Université de Montréal. Bonjour Valérie. Bonjour. Et Olivier Schmitt, qui est postdoctorant au Cerium et spécialiste en études stratégiques. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc, frappe aérienne, armes fournies aux groupes d'opposition, mais on nous promet partout, jamais de troupes au sol. Pas de troupes au sol pour l'instant. No boots on the ground. Est-ce que c'est suffisant pour enrayer cette menace, Olivier? Alors, il y a différents aspects à la question. Les frappes aériennes, dont on pourra discuter de l'opportunité ensuite, évidemment, vont avoir un impact limité sur la capacité du groupe État islamique. On peut faire trois choses avec des frappes aériennes. La première, c'est forcer un changement de tactique de l'État islamique en réduisant sa capacité militaire, c'est-à-dire en frappant, par exemple, ses troupes d'artillerie ou même en éliminant des combattants, tout simplement. La deuxième chose, c'est le forcer à rester dans les villes, puisqu'on ne va pas frapper des villes au milieu des populations civiles, donc le forcer à rester dans les villes, en évitant qu'il conquiert de nouveaux territoires. La troisième chose, c'est réduire ses ressources, notamment ses ressources financières, en frappant les installations pétrolières qui sont contrôlées aujourd'hui par l'État islamique. Ceci étant dit, une fois qu'on a fait ça, ça ne va pas faire disparaître le groupe et les structures proto-étatiques que le groupe met en place, notamment en termes de coercition de la population, puisqu'il assure une forme de justice locale, des missions de police locales. Donc, sans troupes au sol, à un moment ou à un autre, la situation va se tasser, sachant que de toute façon, ça ne résout pas le problème politique fondamental de l'émergence de l'État islamique, qui est un contrat social en Irak entre chiites et sunnites qui a été rompu, notamment du fait de la politique du Premier ministre Maliki, et en Syrie, qui a quitté le pouvoir, et en Syrie, le contexte de guerre civile. Je veux dire, sans résoudre ces problèmes politiques de fond, on peut contenir l'État, mais c'est le maximum qu'on puisse faire avec les frappes. Donc on amoindrit, on contient, mais on n'enraye pas. De toute façon, on ne peut pas régler les problèmes politiques comme ça avec des frappes militaires et des frappes aériennes. Et ça, c'est quelque chose que les États-Unis et les Occidentaux ne peuvent pas faire parce qu'on ne peut pas régler les problèmes politiques pour les Irakiens ou pour les Syriens. Bien. Valérie, je vous pose la même question. Oui, alors la réponse là, de mon collègue est très précise et très spécifique. Moi, je pense qu'il y a aussi une manière de regarder ou de répondre à votre question qui consiste à d'abord se demander mais quel est l'objectif finalement? Quel est l'objectif de cette intervention Comment définit-on la mission exactement? Alors la définition de la mission, son appellation, sa médiatisation, parce que je pense que c'est quelque chose là sur lequel on a beaucoup de recul. C'est quand même pas la première fois que les États-Unis partent en guerre dans un pays de cette région-là. C'est pas la première fois qu'ils le font dans cette zone-là en particulier. Donc on a du recul. Et là, ce qui me semble assez phénoménal, c'est qu'on soit enlisé sur le plan de la lecture de l'entrée en guerre des États-Unis, dans le fait que cette fois-ci, il y aurait eu des précautions institutionnelles prises, le président Obama aurait eu cure de se soucier de son Congrès et des organisations internationales, donc de ne pas partir seul au combat. Mais en même temps, si on regarde le fond du discours, la thématique est exactement la même que celle de 2003, c'est-à-dire que le combat, c'est la lutte contre le terrorisme. Et moi, ce qui m'intéresse dans la réflexion sur l'adéquation entre les moyens et la finalité, c'est de se poser la question de savoir qui vise-t-on, que veut-on et comment compte-t-on y faire. Et sur ça, la coalition, que ce soit les Américains ou les États engagés, n'ont pas une programmation, n'ont pas une lecture très claire. Et la raison pour laquelle ça me préoccupe beaucoup, c'est que précisément la question qui se pose là de manière très crue, et on l'a vu émerger dans les journaux récemment, c'est de savoir est-ce qu'on se contente de frapper sur le plan aérien ou est-ce qu'on envoie des hommes? Et à mon sens, la question de l'envoi des hommes, elle soulève immédiatement une réflexion sur la réalité de l'adversaire
face auquel on souhaite avec lequel on souhaite engager la bataille. Donc toutes ces réflexions à la fois stratégiques et militaires ne peuvent faire l'économie, et là je rejoins mon collègue, d'une réflexion un peu plus poussée sur la finalité de la chose, pour une raison simple, qui est qu'en 2003, on a quand même en 2014 10 ans d'expérience sur un échec. Mais au départ, comme vous le dites, c'est définir la mission adéquatement ou de façon précise. Donc, est-ce que c'est du contre-terrorisme, donc se protéger contre l'élément strictement terroriste de la chose, ou est-ce que c'est stabiliser la région qui est une mission, un objectif beaucoup plus large? Et ça, Olivier Schmitt, vous êtes d'accord? C'est quelque chose qu'on ne sait pas. Exactement. Ah oui, le discours du président Obama a été d'une ambiguïté totale sur la question, puisqu'il dit qu'il veut dégrader et détruire l'État islamique. Enfin, moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce qu'une fois de plus, détruire l'État islamique, à un moment ou à un autre, ça ne règle pas. Ça veut dire qu'on veut régler les problèmes politiques, mais comment? Enfin, je veux dire, on ne peut pas, à un moment ou à un autre, refaire encore une fois la gouvernance irakienne, après l'avoir détruite en 2003, après l'avoir mise sur pied vaguement en 2008, puis on va encore le refaire en 2014. Et l'avoir laissé pour compte. C'est une critique qui est assez souvent formulée, c'est-à-dire qu'après avoir renversé Saddam Hussein en 2003, surtout sous l'administration Obama, on a voulu se retirer le plus rapidement possible, en laissant l'Irak finalement à elle-même. Mais justement... Je ne suis pas trop d'accord avec cette idée qu'on a voulu se retirer très rapidement. On ne s'est pas retiré rapidement. Ils ne se sont pas retirés rapidement. Et ils se sont retirés sur le plan militaire, mais sur le plan politique, en laissant en l'état toute une série de promesses sur lesquelles ils s'étaient engagés. Exactement. Réforme de la Constitution, fonctionnement des institutions. Du coup, en Irak, depuis 3-4 ans, on a une stabilité politique de façade. Alors là, ce qui est quand même surprenant sur le plan médiatique, c'est qu'on a ce sentiment, comme spectateur depuis le Canada, depuis un contexte occidental, d'une mise en scène et d'une théâtralisation réciproque. L'organisation Daesh est entrée dans une guerre de communication dont elle a acquis les moyens à force de parades barbares, d'assassinats ciblés, d'extrême médiatisation de ces initiatives, de certaines d'entre elles en tout cas, parce qu'on passe sous silence ce qui s'est passé sur le terrain. Et de l'autre côté, il me semble aussi que l'intervention en guerre, enfin l'entrée en guerre plutôt, ou l'entrée dans les frappes aériennes des États-Unis, relève aussi de cette manipulation médiatique. Et je dis manipulation parce qu'il me semble qu'on a eu un calendrier assez clair au mois d'août, dans lequel on a vu tout d'un coup émerger une minorité dont personne n'avait eu connaissance. Les Yézidis. Les Yézidis. Alors pendant la période estivale, donc on vous parle de ces minorités qui fuient, qui sont violées, qui sont massacrées. Il faut savoir que les organisations humanitaires et l'ONU aussi étaient sur ce dossier-là depuis très longtemps, et que ce n'était pas forcément l'État islamique qui était en cause, l'organisation État islamique, mais que c'était des milices chrétiennes, que c'était d'autres types d'organisations qui s'en prenaient à ces minorités. Donc on a ce premier appel. On a ensuite la montée en puissance du choc émotionnel des Occidentaux qui découvrent qu'on égorge certains des leurs et qu'on les égorge à des endroits qui ne sont pas forcément liés au site sur lequel on va combattre. Et cette montée en puissance d'une lecture médiatique du conflit, elle me semble être une matrice dont on ne peut pas nier la puissance et le pouvoir de justification pour expliquer pourquoi les Américains entrent en guerre. Mais vous parlez de manipulation, mais est-ce qu'au contraire, parce que la manipulation suggère qu'on a un contrôle, une prise sur le message, sur ce qu'on fait et qu'on sait exactement où est-ce qu'on s'en va et qu'on manipule finalement des ficelles dont on a le contrôle. Est-ce qu'au contraire, on n'est pas en train de nager en plein brouillard et dans une certaine improvisation ou en essayant de respecter ou de tenir compte de plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, comme le fait que les nations occidentales, les États-Unis et le Canada n'ont pas de volonté d'intervenir véritablement sur le terrain là-bas. Est-ce que ça serait une lecture juste de la situation, Olivier? C'est délicat à dire. Je pense qu'il y a une dimension interactionniste. Moi, je ne comprends pas, par exemple, pourquoi l'État islamique a attaqué les Kurdes à partir de juin-juillet. Je veux dire, stratégiquement, il n'y a pas de logique à acquérir plus de territoire. Je pense qu'ils ont une logique religieuse derrière qui peut s'expliquer, mais stratégiquement, ça remet les Américains dans le jeu, parce que médiatiquement, effectivement, comme le disait Valérie, c'est une question qui émerge, surtout que tout le monde a été surpris de voir les Peshmerga s'effondrer apparemment aussi rapidement. Ouais. Donc il y a les deux dimensions qui jouent, qui est, selon moi, la surprise stratégique de ce qu'a été l'attaque du Kurdistan, ouais. Et ensuite la mise en œuvre d'une logique médiatique qui a été décrite par la suite, qui force un peu les acteurs à rester dans un discours qui est à moitié créé par eux, mais qui ensuite a une espèce d'effet autonome sur eux. C'est-à-dire que plus on médiatise une situation, plus on est obligé de répondre à la situation qui a été médiatisée. Oui. Donc il y a ces deux dimensions qui restent à explorer, sachant que le Daesh lui-même
comme on l'a dit, met en scène une forme de violence, tout en passant sous silence des massacres qui ont été commis par le groupe, mais met en scène une violence spécifique contre les Occidentaux pour faire surréagir. Le but étant évidemment, Daesh rêve que les Occidentaux envoient des troupes au sol. Pour l'enlisement. Pour l'enlisement, c'est parce que même en termes d'image, c'est un moyen de relancer le discours anti-croisade, anti-occidental. Regardez, les Occidentaux sont une fois de plus en train d'intervenir en terre musulmane. Oui. Enfin, ils rêvent de ça. Bien, justement, je tiens à aborder la question de la coalition internationale, une quarantaine de nations. A priori, si on compare avec 2003, c'est ce qui devrait conférer une certaine légitimité, et on ajoute en Occident qu'il y a des nations moyen-orientales, arabes et même turques. Est-ce que ce n'est pas effectivement un élément de légitimation qui peut aider à la réussite de cette mission? Alors, je vais répondre à votre question, mais je vais d'abord préciser quelque chose. Je pense que sur les Kurdes et sur la prise de Mossoul en particulier, moi, je ne vois pas ça comme quelque chose de si surprenant. C'est surprenant si on se place d'un point de vue purement stratégique, qui consiste effectivement à dire, comme le disait Olivier, ça a déchaîné, ça a finalement engagé ou contraint certaines puissances à se réengager sur ce terrain-là. Mais si on regarde, si on se place dans la rationalité de Daesh, la rationalité, c'est quoi? C'est une présence territoriale. C'est la première fois qu'une organisation avec ce type de message a une assise territoriale, qui est relativement importante, 35% à peu près de la Syrie, dans des zones dont on oublie aussi de dire que ce sont des zones désertiques, que ce sont des zones qui ont été, et c'est le cas notamment de la partie où se trouvent les Kurdes, qui est une zone qui a été complètement mise à l'écart de la réflexion américaine en Irak. Donc ce qu'on voit apparaître là, c'est le fruit du délitement de la notion de souveraineté, d'intégrité du territoire et de son gouvernement, d'une gouvernance qui puisse permettre à des minorités d'y trouver leur place. Et ce délitement-là, il fait le jeu d'une organisation comme Daesh. Pour répondre à votre question... Oui, très rapidement. Ça va être difficile. Je ne pense pas que les forces qui se soient engagées... La question de la manière, pour répondre plus clairement, la question de la manière dont vous la posez continue de se placer dans la perspective uniquement occidentale. Moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'on soit à ce point aveugle des registres et des répertoires de légitimation des acteurs sur place. Le fait qu'une coalition implique côte à côte l'Iran, l'Irak et la Syrie de Assad, c'est quelque chose qui, sur le terrain, ne peut que générer des problèmes que les Américains n'ont pas les moyens d'endiguer, mais dont ils ont peut-être et certainement la connaissance. Bien. Olivier? Oui, je suis entièrement d'accord. Il y a un problème d'affichage, en fait, où on essaie de communiquer à plusieurs audiences à la fois, où on essaie à la fois de se légitimer auprès des audiences occidentales et auprès des acteurs sur le terrain. Il y a un moment où c'est conflictuel, parce qu'on ne peut pas... les dynamiques politiques en Occident ou sur le terrain ne sont absolument pas les mêmes. Et effectivement, les effets d'affichage sont contradictoires à un moment ou à un autre. Bien. Alors, la mission n'est peut-être pas très claire, mais on nous promet un long combat, donc on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Olivier Schmitt, Valérie Ramiro, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Lorsque le printemps arabe a commencé en 2011, plusieurs pays du nord de l'Afrique et du Moyen-Orient ont été ébranlés, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le Yémen, un petit pays situé au bout de la péninsule arabique dont on parle peu, il faut le dire, était l'un de ceux-là. Et ce n'est pas terminé, puisque malgré un long processus qualifié de transition démocratique, les rebelles chiites Houthis sont parvenus mi-septembre à prendre possession à une vitesse fulgurante de la capitale Sanaa et à prendre contrôle de nombreux organes de l'État central yéménite. Donc, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe, de démêler les fils un peu dans cette région, j'ai avec moi aujourd'hui en studio Marie-Joëlle Zahar, qui est professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonjour Marie-Joëlle. Bonjour. Donc, le printemps arabe était au départ porteur de démocratisation, enfin de démocratie, de libéralisation, d'espoir. Puis les succès ont été assez mitigés, à peu près qu'en Tunisie, où cet espoir-là est encore vivant en ce moment. Qu'en est-il du Yémen? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir là, de libéralisation, de démocratisation, ou est-ce que c'est plus une descente en enfer dans le chaos? Je pense que pour comprendre le Yémen, il faut remettre le pays dans un contexte politique qui est très particulier. Parce que, d'une part, lorsque le printemps yéménite, entre guillemets, a eu lieu, il s'est passé, contrairement aux autres pays de la région, sur fond de rébellion armée. Les Houthis, d'une part, mais aussi le mouvement de rébellion au sud, séparatistes, étaient tous les deux actifs bien avant 2011. C'est bien antérieur.
En effet. Et donc, il y a eu un rare moment d'unité, en fait, entre les différents groupes qui ont espéré, entre autres, qu'un changement de régime permettrait de régler certains des problèmes récurrents du pays. Et effectivement, il y a eu pas mal d'avancées. Le seul pays dans lequel il y a eu un véritable dialogue national de grande envergure, alors même que c'est le pays où on pensait que ça serait impossible, puisque c'est un pays où le taux d'alphabétisation est très bas, un pays où il y a énormément de chômage, et donc en fait, où on ne s'attendait pas à ce que les citoyens soient capables de faire un tel exercice. Un pays dans lequel il y a quand même une commission de réforme de la Constitution qui est prête d'achever ses travaux, alors même que, de part et d'autre, les rébellions, ou bien la cause profonde des rébellions n'a pas été réglée. Ce que je trouve personnellement intéressant, c'est que les Houthis, qui avaient les moyens de faire un coup d'État, ne l'ont pas fait et ont accepté un accord de partage du pouvoir. Donc, c'est dire qu'ils ont pris possession des organes de l'État, mais on ne peut pas appeler ça un coup d'État. Ils n'ont pas pris possession de tous les organes de l'État et ils ont en fait accepté le retour des autorités élues, donc notamment du président. Ils ont exigé et ont obtenu un changement de gouvernement. Ils ont refusé de signer un annexe sécuritaire à l'accord de partage de pouvoir qui suggère qu'ils se réservent le droit de reprendre les armes si, en fait, leurs revendications ne sont pas vraiment entendues. Mais le fait qu'ils n'aient pas tout de suite passé aux armes et donc utilisé une solution militaire, qu'ils aient accepté d'essayer encore une fois les voies politiques, à mon avis, est encore porteur d'espoir. Oui. Lorsqu'on entend parler du Yémen ici et là, on sait qu'il y a Al-Qaïda dans la péninsule arabique, donc un groupe évidemment radical, des islamistes sunnites d'Al-Isla, les Houthis, des rebelles chiites, il y a les mouvements séparatistes au sud. Donc une pléthore de groupes qui vraiment tirent, si on veut, sur l'État central. Est-ce que ce n'est pas une recette pour une crise perpétuelle, d'une certaine façon? C'est à la fois peut-être une recette pour une crise perpétuelle, mais également la recette pour un compromis nécessaire, puisque pour l'instant, aucun de ces groupes-là n'a les moyens vraiment d'en imposer aux autres. Alors, je pense qu'il est quand même important, puisqu'on parle beaucoup des Houthis et que ce sont eux qui actuellement émerge comme le groupe le plus important, de souligner que le problème Houthi, il remonte en fait à la réunification des deux Yémen. Qui date de quelle époque? Qui date de la fin de la guerre froide, 92, mais qui a été très vite, en 94, suivie d'une première guerre civile, parce qu'en fait, la réunification avait résulté en une sorte d'hégémonie de la part du Nord sur le Sud. Et donc, il y a un problème de marginalisation du Sud qui, en fait, est à la base, si vous voulez, de cette rébellion Houthi. Et il faut savoir que les Houthis sont en fait des chiites zaïdistes qui, en fait, avaient régné sur le nord Yémen pendant près de 1000 ans, jusqu'en 1962, jusqu'à la révolution qui a installé en ce temps-là un régime socialiste. Et donc, en fait, si vous voulez, nous parlons là de quelque chose qui a une profondeur historique très importante, mais qui joue également, et ça je pense que c'est important de le souligner, dans les plates-bandes des tensions régionales, notamment les tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Oui, d'ailleurs, l'Arabie saoudite a récemment mis en garde, et je cite là, contre une situation qui s'accélère et est extrêmement dangereuse, et une situation qui menace la stabilité et la sécurité au niveau régional, mais aussi international. Pourquoi ce conflit-là? Est-ce que l'Arabie saoudite a raison en disant ça? Est-ce qu'il y a véritablement un risque là, de déstabilisation régionale ou internationale avec ce conflit-là qu'on ne suit à peu près pas, qu'on connaît très peu? On le connaît très peu, effectivement. Il faut peut-être dire que les Saoudiens ont été partie prenante à ce conflit. En 2010, si je ne me trompe pas, ils avaient en fait utilisé leur force militaire pour venir en appui, en ce temps-là, au président Ali Abdallah Saleh, qui a été déchu en 2011, contre les Houthis. Donc, les Houthis sont situés à la frontière de l'Arabie saoudite. Et ce qui inquiète particulièrement les Saoudiens, ce sont deux dimensions. D'une part, ils ont peur que les Houthis soient en fait manipulés par l'Iran et donc qu'il s'agisse encore une fois de ce sempiternel conflit entre islam sunnite et islam chiite qui se joue à leurs frontières. Mais d'autre part, ils ont également peur parce que les Houthis ont en fait des affiliations tribales très fortes avec la minorité chiite en Arabie saoudite qui elle aussi... Juste de l'autre côté de la frontière. Et de l'autre côté de la frontière, qui a elle aussi en fait... eu certains remous pendant le printemps arabe et qu'on essaye de contrôler, mais bien sûr qui n'a pas vraiment droit de cité en Arabie saoudite. Donc une minorité qui est souvent un peu décrite comme l'ennemi de l'intérieur, que les Saoudiens essayent de contrôler, mais qui
n'a pas une pleine citoyenneté dans le royaume. Oui. Vous y avez fait référence tout à l'heure. Il y a un accord signé en ce moment avec les Houthis. On négocie pour la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Je crois que les séparatistes du Sud en font partie également. Mais tout ça avec un gouvernement, puis tout ce que vous dites depuis le début le montre très clairement, avec un gouvernement central très faible. Donc, quelles sont les réelles chances de succès, de formation d'un gouvernement à tout le moins stable au Yémen? Il est certain que la stabilité au Yémen dépend, entre autres, de facteurs qui sont beaucoup plus larges. D'une part, je pense qu'il faut le dire aussi, les difficultés viennent qu'aujourd'hui, le parti Islah, qui était le parti d'opposition islamiste sunnite, en fait, au régime d'Ali Abdallah Saleh, prend de plus en plus de place dans l'espace politique. Et donc, aujourd'hui, la lutte entre le régime et les Houthis, c'est aussi une lutte pour le contrôle de l'État central. Les Houthis ont d'ailleurs exigé, et en cela ils ont été appuyés par les sudistes, d'avoir un gouvernement plus représentatif, mais également ils ont exigé d'avoir des conseillers à la présidence nommés qui représentent les différentes minorités du pays. Alors eux-mêmes constituent un tiers de la population yéménite et ils estiment que pour l'instant le pouvoir central ne les représente pas. Alors il faut aussi dire qu'au pouvoir central, il y a un élément qui complique encore plus les choses, c'est le fait que le parti de l'ancien président déchu continue à être très présent en politique. Oui. Tout à fait. Et il continue à être très présent en politique. L'accord qui a permis le départ de Saleh lui a donné à lui-même la pleine immunité, mais il a permis au parti de continuer à jouer un rôle. Et les analystes qui suivent le Yémen de près estiment que le parti est en train de jouer un rôle assez déstabilisateur et de jouer justement sur ces questions sunnites pour se repositionner comme l'élément éventuellement modérateur qui pourrait concilier, si vous voulez, les inquiétudes de plusieurs Yéménites et donc ramener au pouvoir de manière, entre guillemets, plus ou moins démocratique, un parti qui a été essentiellement discrédité il y a de cela 2 ans. Bien. Donc, finalement, on pourrait retourner à un statu quo ante, un scénario qu'on a connu dans d'autres pays dans la foulée du printemps arabe. Marie-Joëlle, on va évidemment continuer à suivre cette situation-là assez instable et qui change rapidement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, pendant le segment hors-champ, on demande à nos invités de nous informer sur des éléments d'information, des faits qui nous ont peut-être échappé, sérieux ou moins, déjantés ou non. Valérie, je commence avec vous. Cette fois-ci, merci. Cette fois-ci, je reste dans la région et je reste sur une thématique qu'on a un petit peu abordée tout à l'heure pour vous parler du nouveau président afghan, Ashraf Ghani, dont on a beaucoup parlé. Cet homme qu'on présente comme quelqu'un d'extrêmement lettré, de très pondéré, un ancien de la Banque mondiale, qui est économiste, donc qui correspond dans les médias à la figure de ce qu'on rêve d'avoir au gouvernement. On s'est beaucoup moins intéressé à son vice-président. Le vice-président, qui s'appelle Abdul Rachid Dostoum, et qui est, de triste mémoire, accusé d'avoir commis un crime de guerre, puisqu'il est responsable de la mort d'à peu près 200 prisonniers de guerre talibans en 2001, qui ont été tués et massacrés dans des conditions absolument atroces, et jamais lumière n'a été faite sur ce fait. Nonobstant plusieurs requêtes déposées par des organisations droits de l'homme, des journalistes, des intellectuels, etc. Donc ce qui m'intéressait, c'était de mettre cette information-là au regard de ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir cette manière de regarder les zones de conflictualité en soulevant et valorisant un certain type de qualités, de compétences qui nous sont proches, qui nous flattent, et de l'autre côté, en négligeant quand même le fait majeur qui est qu'on est en train de laisser accéder aux plus hautes fonctions de l'État quelqu'un qui est un criminel de guerre. Merci Valérie. Olivier? Alors moi, pareil, je reste dans des informations malheureusement peu joyeuses. Je voulais rappeler le fait que les combats ont repris en Ukraine autour de l'aéroport de Donetsk, qu'apparemment, d'après plusieurs sources, il y aurait plusieurs centaines de morts déjà ce week-end. Et je voulais aussi... on parlait tout à l'heure de médiatisation, et je pense que c'est aussi lié à cet aspect-là, que pendant que l'actualité internationale est focalisée sur l'État islamique, sur ce qui se passe en Irak, des acteurs continuent d'avancer
objectifs stratégiques majeurs, et notamment dans ce qui se passe de la Russie, l'objectif stratégique consiste à créer autour de la Russie un ensemble de territoires plus ou moins instables, plus ou moins sous contrôle, lui permettant elle-même de se sentir beaucoup plus sécurisée et moins soumise aux influences occidentales, puisque c'est une des revendications russes perpétuelles. Donc aujourd'hui, on se bat en Ukraine et on continue à mourir en Ukraine, et je pense qu'il fallait rappeler cette information. Oui, peut-être en passe, vu l'attention parfois courte des médias, Voilà. peut-être en passe de devenir un conflit, peut-être pas oublié, mais du moins passé au second rang Voilà. quand il y a une urgence internationale plus grande ailleurs avec l'État islamique. Olivier Schmitt, Valérie Miro, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. Et merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous. Retrouvez-nous sur le canal Savoir, sur le site du Cerium et du Devoir. Merci, à la prochaine.